Mesdames, Messieurs, chers collègues, je voudrais d'abord remercier pour l'invitation qui m'honore et vous dire que j'ai un tout petit peu modifié le titre parce que si M. Mangiapane est bavard, moi j'aurais pu être très très bref si je m'étais limité à l'IRM de la Plèvre. Donc je me suis permis d'étendre un peu, d'autant que finalement je suis débarqué à Djerba sans trop savoir que j'allais faire le topo. Donc voilà, donc scanner, vous voyez, j'ai mis des points d'interrogation, on va parler un peu d'IRM quand même, de scanner et puis un peu d'intelligence artificielle. Vous savez que les radiologues, maintenant, aujourd'hui, ils ne vous parlent jamais d'imagerie sans mettre de l'intelligence artificielle. Bon, tout le monde sait que ça, c'est pas un nodule. Vous êtes d'accord ? Donc vous savez ce qu'il faut faire. Il faut faire une reconstruction multiplanaire, sagittale ou frontale, et vous voyez que c'est une plaque pleurale. Donc attention aux petits nodules qui sont situés au-dessus de la coupole. Si vous interprétez que les images en axiale transverse, vous méconnaissez des petites plaques pleurales qui ressemblent à s'y méprendre à des micronodules. Ce sont des petits cas cliniques qu'on avait avec Catherine Begelman rapporté dans un papier du British Journal of Radiology, qui vous donne un petit peu des petites astuces pour ne pas faire d'erreur d'interprétation. Alors par exemple, l'image que vous voyez là à gauche, c'est quoi? Est-ce que c'est une plaque pleurale? Ce n'est pas une plaque pleurale. Ce n'est pas une plaque pleurale. Pourquoi? Parce que c'est une petite image qui siège, alors bon, vous ne le voyez pas, mais elle est entre le 6e et le 8e espace intercostal, et surtout elle est effilée de tous les côtés. Et les plaques pleurales, en général, c'est un arrêt et un bord net. Donc ça, c'est un muscle sous-costal. Le muscle sous-costal, il n'est pas toujours bilatéral, c'est la vacherie, et il faut se méfier de ce petit piège diagnostique. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est en A, une image en décubitus dorsal, et en B, la même image, sauf qu'on a mis le patient en procubitus. Et vous voyez que l'image disparaît. Donc toute petite opacité déclive postérieure n'est pas une plaque pleurale, mais est un effet de ce qu'on appelle, ce que les radiologues nomment dans leur jargon la gravitodépendance. C'est en fait la traduction en termes radiologiques du schéma de West que vous connaissez parfaitement bien, puisque vous êtes des pneumologues. Vous savez que la vascularisation est plus importante au bas quand on est en position debout, sauf qu'au scanner, on n'est pas en position debout, mais la partie déclive, elle est basale. Bon. Donc, ce sont des images pièges. Alors, il y a plein de petites images pièges comme ça. Vous en avez un autre exemple ici. C'est à gauche, les deux petites, ce qui est désigné par les deux petites flèches blanches, c'est un petit épaississement qui correspond en fait à une structure musculaire qui est le muscle transverse du sternum que vous coupez tomonostométriquement. Ce muscle transverse du sternum, il est inséré à la partie postérieure du sternum et il donne des chefs musculaires en rayons de roue, comme ça, de façon radiante, qui vont vers les cartilages chondrocostaux. Et si vous faites une coupe à ce niveau-là, vous pouvez voir cette image. Alors, elle est facile à repérer quand elle est bilatérale. Elle est juste en dehors des vaisseaux mammaires internes que vous avez tous parfaitement vus, mais quelquefois elle est unilatérale. C'est un peu vache. Et il y a un tout petit truc qu'on n'avait pas dit dans l'article, c'est que si vous avez un doute, vous pouvez faire une coupe en expiration et vous verrez que ça s'élargit. Et ça, c'est un bon moyen pour être certain qu'on a affaire à un muscle transverse. Donc, ce n'est pas non plus une plaque. Et puis, quand le patient a des antécédents pathologiques, comme c'est le cas sur l'image de droite, eh bien, vous pouvez avoir un épaississement qui donne une image de pseudoplaque dans les séquelles tuberculeuses, là, c'était le cas de séquelles tuberculeuses, mais vous pouvez avoir les mêmes images dans la silicose, vous pouvez avoir les mêmes images dans la sarcoïdose, les pseudoplaques de l'apex pulmonaire. Donc voilà, tout ça, c'est pas des plaques, et c'est pour ne pas se tromper. Alors les plaques, c'est comment? C'est comme ça. C'est-à-dire que ce sont des petites élevures qui ont une certaine épaisseur, parfois très fine, et il y a deux choses, elles ont une épaisseur et une topographie très caractéristique
quand elles sont pas très nombreuses, attention, quand elles sont pas très nombreuses, elles sont antérolatérales, très en dehors des muscles transverses du sternum que vous voyez, qui existent là, qui sont présents, ou alors elles sont au niveau des gouttières costo-vertébrales. Alors, et puis elles ont une deuxième caractéristique, c'est qu'elles ont alors je vais essayer de faire le truc là comme mon collègue, mais j'y arrive pas. Bon, c'est pas grave. Bon, ça fait tout noir, c'est raté. Elles ont un bord net. Elles ne sont pas effilées. Ça, c'est un point assez important et elles donnent un certain relief sur la surface de l'interface pleuropulmonaire. Donc voilà, ça c'est l'aspect caractéristique des plaques. Alors quand il y a beaucoup de plaques, vous pouvez voir des toutes petites plaques comme à droite, vous pouvez voir des plaques à moitié calcifiées comme en bas à droite, vous pouvez voir comme à gauche énormément de plaques assez épaisses et partout. Mais pourquoi les plaques sont-elles situées en antérolatérales et au niveau des gouttières costo-vertébrales de façon préférentielle quand elles ne sont pas nombreuses? Alors ça, c'était une question... bon, vous me direz, ça vous intéresse peut-être pas du tout, mais moi, ça m'a passionné. Pourquoi est-ce qu'elles sont là, ces plaques? Eh bien, la réponse... Alors, je n'ai pas la réponse, hein, évidemment, mais je peux la supposer à partir de ça. Ça, c'est une étude qui a été... Voilà, qui a été faite par des Belges et qui montrait... alors, attendez, il faut que je revienne un tout petit peu en arrière. Est-ce que ça va marcher? Voilà. Qui montrait que les black spots qui correspondent en fait à des dépôts de fibrose au niveau de la plèvre pariétale et qui correspondent aux plaques, eh bien regardez où est-ce qu'elles sont situées sur ce schéma. Elles sont situées au-dessous du niveau du tiers supérieur du thorax, en antérolatéral, en postéro-médial, au niveau des gouttières costo-vertébrales, et au-dessus des coupoles diaphragmatiques. Et ça correspond exactement aux plaques que vous voyez en scanner quand il n'y en a pas beaucoup. Alors pourquoi elles sont là? Eh bien, elles sont probablement là pour cette raison, c'est que les lymphatiques pulmonaires, ils convergent vers la plèvre. Mais ils convergent au niveau de stomata, c'est-à-dire de bouche. Il y a des gros lymphatiques qui s'abouchent à ces endroits-là, que vous voyez schématisés sur ce petit, sur cette figure. Alors ça, c'était chez le hamster, mais le hamster, c'est un mammifère, et chez l'homme, c'est pareil. J'ai demandé aux anapathes, c'est exactement pareil. Elles sont situées là, en antérolatérale, au-dessus du diaphragme. Donc, quand il y a des plaques, et quand il n'y en a pas beaucoup, elles sont là. On peut imaginer qu'une fibre d'amiante qui fait à peu près 8 microns, elle est captée par des macrophages au niveau des bronchioles. Elle part dans le circuit lymphatique, elle arrive au niveau de la plèvre, et comme c'est une petite flèche de 8 microns, plaf, elle se plante au niveau de la plèvre pariétale, et elle va rester là. Et puis quand il y en a beaucoup, ben ça se déverse, à ce moment-là, il y en a partout. Mais quand il n'y en a pas beaucoup, elles sont plus spécifiquement là, et ça peut aider à reconnaître correctement et à faire correctement le diagnostic de plaque pleurale. Alors, ça a des conséquences, parce que quand on est habitué à avoir des plaques pleurales, on fait moins d'erreurs que quand on n'est pas habitué. Et on avait fait une étude avec Jean-Claude Perron et tout un groupe de médecins du travail qui travaillent beaucoup sur le sujet de l'amiante. On a une cohorte qui s'appelle Ardeco, qu'on suit depuis 15 ans, à partir de laquelle on a fait pas mal d'études. C'est une cohorte où on a mesuré, par des moyens de médecins du travail, le degré d'exposition, et où on a fait des scanners. Et on faisait des scanners selon les recommandations de l'HAS en France, c'est-à-dire avec une exposition considérée comme moyenne. Il y a 3 classes d'exposition, donc classe 2. Classe 1, c'est tout le monde, donc on oublie. Classe 2, c'est les gens du bâtiment, en gros. Et à ce moment-là, on leur fait un scanner tous les 5 ans pour détecter les plaques. Quel intérêt? Purement social. Purement social, parce qu'une plaque, c'est 15 000 €. Donc ça vaut le coup. Et donc, ils avaient droit à cette compensation. C'est le seul exemple dans la législation française où la compensation est donnée pour une modification anatomique et non pas pour une modification fonctionnelle. Ça, c'est intéressant, c'est une loi de Martine Aubry des années Jospin, de la fin des années 90. Et donc, à la suite de ça, évidemment, on a des cohortes qui ont été faites. C'était un peu une spécificité française parce que ces cohortes, finalement, je pense que la législation des autres pays n'est pas aussi généreuse, si j'ose dire.
finalement, c'est pas très généreux de donner un peu de compensation à des gens qui ont été très exposés à l'amiante. On peut le voir de toutes les façons. Mais bref, c'est évidemment, là, on fait des scanners. On fait beaucoup de scanners, et donc on a une cohorte Art déco qu'on suit. On a suivi cette cohorte Art déco, les gens faisaient leur scanner où ils voulaient, on récupérait les images, l'interprétation du radiologue, on la récupérait, et on la comparait à l'interprétation d'un certain nombre d'experts que j'ai coordonnés. Et vous voyez, il y avait 40% de plaques méconnues et 20% de fautes positives. Donc ça veut dire que la reproductibilité, pour des gens qui ne sont pas habitués, n'est pas très bonne. Alors que le CAPA, pour des gens qui sont habitués, il est à 0,5-0,6, donc c'est plutôt bon. C'est pour ça que les recommandations de l'HAS aujourd'hui en France, c'est de dire, OK, on fait un scanner pour détecter des plaques pour l'amiante, mais deuxième lecture par quelqu'un qui est sur une liste qui a été formée par la SFR, etc. Voilà, donc ça a des conséquences d'apprendre à bien les lire. Alors, ça sert à quoi de détecter les plaques en dehors du bénéfice social? Eh bien, puisqu'on avait cette cohorte Art déco, on a regardé dans cette cohorte quels étaient les gens chez lesquels apparaissait un mésothéliome. Et on s'est aperçu quand même que si on mesurait les odds ratios des sujets qui avaient des plaques au scanner vis-à-vis de ceux qui n'avaient pas de plaques au scanner, on avait entre 4 et 8 fois plus de chances de faire un mésothéliome si on avait des plaques au scanner. Pourquoi entre 4 et 8? Parce que dans un cas, dans les 8, on prend des images absolument typiques, et dans le 4, on a toutes les images. Bon, donc c'est un peu moins, elles sont un peu moins fiables, si vous voulez. Mais bon, bref, ça veut dire que la présence de plaques, et ça on l'a publié avec Jean-Claude Perron dans le JNCI en 2013, la présence de plaques est un marqueur de la survenue du mésothéliome. Attention, ce n'est pas la plaque qui dégénère, c'est un marqueur de la survenue du mésothéliome. Donc comme ça semble être un marqueur, et ça a été confirmé par d'autres études, on s'est dit il faudrait quand même voir s'il y a d'autres éléments, parce que dire que quelqu'un a des plaques, qu'est-ce qu'on va faire de plus? On ne va pas le surveiller, il n'y a pas de test diagnostique, de dépistage du mésothéliome, donc on ne sait pas trop quoi faire. On va essayer de regarder s'il y a d'autres éléments qu'on peut trouver, comme par exemple la cinétique d'évolution des plaques, parce qu'on sait que les plaques, elles grossissent un petit peu, mais en général très lentement. Mais ce n'est pas du tout facile de déterminer quel est le volume entre deux scanners faits à 5 ans d'intervalle ou 10 ans d'intervalle dans notre cohorte. Donc comme ce n'était pas facile visuellement, on s'est dit, on va peut-être utiliser des techniques. Alors on a fait un premier papier en utilisant des techniques qui n'étaient pas celles de l'intelligence artificielle, puis on a utilisé l'intelligence artificielle dans ce papier qui vient de paraître il n'y a pas longtemps. Et ce papier donc, est parti de la cohorte Art déco. On a regardé les gens qui avaient des plaques à 2 scanners et on a essayé de calculer leur volume. Alors, le plus simple, c'est de regarder la figure. Parce que vous avez sur la colonne de gauche les images du sujet et puis le même sujet 5 ans plus tard. Et si vous regardez les images 2D qui sont en haut, soit en coupe axiale, soit en coupe frontale, vous voyez que c'est un peu difficile de dire que les plaques ont grossi. Par contre, si vous regardez en 3D en bas, vous voyez clairement des petites images roses là, qui viennent se superposer à la surface du poumon. Ce sont les images des plaques. Vous voyez clairement que les images des plaques ont augmenté. Et avec l'intelligence artificielle, on est arrivé à vraiment une très bonne fiabilité. Donc on se dit que c'est un bon outil, mais pour l'instant, on n'a pas démontré que c'était mieux que la lecture radiologique pour faire le diagnostic de plaques. On a simplement démontré que c'était bien pour analyser les volumes et pour suivre les volumes et pour essayer de déterminer, mais on ne l'a pas encore fait, si la courbe de croissance de ces plaques pouvait être un facteur supplémentaire de risque de la survenue du mésothéliome. On n'en sait rien. Donc voilà des petits exemples. Et l'IRM dans tout ça, ça c'est des plaques à l'IRM. Alors l'IRM, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout parce que c'est du tissu fibreux ou du calcium, et par définition, c'est noir. Donc vous voyez, on les voit plutôt moins bien, et ça n'a pas beaucoup d'intérêt de faire de l'IRM dans les plaques pleurales. Alors puisqu'on était dans les plaques, on va rester dans la pathologie bénigne. On va regarder quelques éléments que vous connaissez certainement, peut-être mieux que moi, de définition de ce qu'on appelle la fibrose pleurale viscérale. La fibrose pleurale viscérale, c'est simplement les plaques pleurales. Vous le savez, elles naissent sur la plèvre pariétale, alors que la fibrose pleurale viscérale, elle fusionne les deux feuillets, et en fait, ce sont des termes purement radiologiques. Comment vous appelez ce qui est à gauche, là? Vous l'appelez tout simplement
un épaississement pleural diffus. Vous voyez que l'épaississement pleural est partout et qu'il y a une augmentation de l'espace clair, graisseux, extrapleural. Et cet épaississement pleural diffus, dans la littérature, si vous regardez les papiers qui datent des années 2000, vous verrez qu'il y a des définitions dimensionnelles, mais qui ne sont pas très intéressantes. Aujourd'hui, c'est très simple, c'est comblement du cul-de-sac. Si vous avez un comblement du cul-de-sac, c'est qu'il y a une fibrose pleurale viscérale. Et c'est un terme purement radiologique. Bande parenchymateuse. Alors c'est paradoxal, la bande parenchymateuse, c'est une lésion pleurale. Elle est parenchymateuse simplement parce qu'elle part à l'intérieur du parenchyme et que c'est l'extension de la fibrose pleurale vers les septins interlobulaires mis les uns au bout des autres. Et comme il y a de la fibrose, tout ça s'est tordu et ça vous donne des images un peu en pied de corneille, qu'on appelle en pied de corneille. Tout ça, ce sont des signes de fibrose pleurale viscérale et puis vous connaissez parfaitement ça, vous savez très bien ce que c'est une atélectasie par enroulement ou une atélectasie ronde. Et ce qui vous permet de faire le diagnostic, c'est l'encorbellement des structures vasculaires et bronchiques et de la scissure qui vient vers cette atélectasie. C'est comme un roulé au fromage. Il y a de la fibrose de la plèvre qui s'enroule et qui attire toutes les structures anatomiques. Alors pourquoi toutes ces définitions, ça c'est encore une magnifique atélectasie par enroulement, mais où là, il n'y a pas d'image ronde, finalement, qui peut être un piège. En fait, on s'est aperçu que ces lésions, dans une population qui était exposée à l'amiante, étaient des lésions qui étaient associées les unes aux autres, et ça a été très bien montré par un radiologue de Belgique qui s'appelle Pierre-Alain Jevenois, dans les années 99, je crois. Il avait fait un très bon papier où il avait montré que statistiquement, parmi les gens qui avaient des lésions bénignes liées à l'amiante, il y avait d'un côté ceux qui avaient des plaques et les autres qui avaient de la fibrose pleurale viscérale, c'est-à-dire ces signes étaient très souvent associés. Ceci dit, il y a quand même évidemment des zones de recouvrement entre ces deux populations. Attention, ça c'est pas spécifique de l'amiante. Si vous avez des pleurésies chroniques ou des épaississements pleuraux chroniques, par exemple chez les patients qui sont en insuffisance cardiaque, vous pouvez avoir exactement les mêmes images. C'est absolument impossible de les différencier. On continue dans la plèvre et quelque chose dont vous avez tous entendu parler, ce sont les ganglions intrapulmonaires. Ça fait à peu près 10 ans que ça a été mis en évidence, c'est assez curieux. Ces ganglions intrapulmonaires sont des petites images nodulaires qui font un peu moins d'un centimètre en général, entre 5 et 10 mm, qui sont souvent, comme celle de gauche, triangulaires ou qui sont arrondies et qui sont soit au contact de la plèvre, soit reliées par un tout petit septum interlobulaire. J'essaye ? Ouais, j'essaye. Vous voyez, il y a un tout petit septum interlobulaire qui va jusqu'à la plèvre. D'ailleurs, je crois que j'ai mis une flèche pour vous le montrer. Et comme ça, vous êtes sûr qu'il est là. Et ça, ce sont des critères qui permettent de dire, ben non, ça c'est un ganglion intrapulmonaire bénin. Ok. Alors maintenant, vous avez ce patient qui est suivi pour cancer sous chimiothérapie, et vous voyez ces deux images-là. Et vous dites, c'est des ganglions intrapulmonaires bénins. Alors le cancer, il est ailleurs, il est sur d'autres coupes. Hein. Et puis, en fait, vous êtes curieux, donc vous regardez les scanners d'avant et vous voyez qu'il n'y en avait pas. Eh bien non, ce n'est pas des ganglions intrapulmonaires bénins, ça fixe au TEP. Ce sont ce qu'on appelle des métastases pleurales sèches. Et ces métastases pleurales sèches, l'article de radiologie, vous voyez, qui date des années 2011, disait qu'il y en avait à peu près 20% dans les cancers non à petites cellules avec atteinte pleurale. Je trouve que c'est un petit peu beaucoup, mais enfin, bon, c'est ce qu'ils avaient trouvé en tout cas. Bon, c'était un élément de mauvais pronostic, comme le montrent les courbes de survie, mais en tout cas, c'est un élément qu'il faut savoir diagnostiquer. Vous avez un exemple ici d'un patient qui est sous chimiothérapie, chez lequel apparaissent ces métastases pleurales sèches. Vous voyez ces petites images nodulaires qui entourent la scissure, là, et puis il est mis sous chimiothérapie et toc, elles disparaissent. Donc vous pouvez voir ça. Donc attention, il y a quand même des petites erreurs diagnostiques possibles avec ces images. Ganglion intrapulmonaire, métastases pleurales sèches. Pour ceux qui aiment la sarcoïdose, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait plein de malades qui avaient des sarcoïdoses, qui avaient des ganglions intrapulmonaires qui apparaissaient et qui pouvaient disparaître, comme les ganglions médiastinaux de la sarcoïdose. Mais ça, je n'ai pas vu encore de publication sur le sujet. Vous avez tous fait le diagnostic de ça. C'est quoi ? C'est une masse, il est complètement asymptomatique, ce patient.
disons dans le cul-de-sac costeux diaphragmatique gauche. C'est une masse solide, avec une large base d'implantation pleurale. C'est un fibrome pleural. C'est un fibrome pleural très caractéristique. Il y a une faible fixation au TEP, et c'est une image qui est assez caractéristique. Alors, le fibrome pleural, il y en a plein de variétés. Vous en avez ici 3 images. Une qui était un fibrome qui était développé au contact finalement de la plèvre médiastinale qui borde le ventricule gauche. Un autre qui est dans la scissure, et le fibrome qui est dans la scissure, il est intéressant parce que c'est celui qui donnait le vieux signe autrefois de l'image qui se modifiait en changeant de position. Parce qu'un certain nombre de ces fibromes sont pédiculés, il n'y en a que 5%. Mais quand ils sont pédiculés, et que vous mettez le type la tête en bas, ce qui est quand même un peu original, mais enfin pourquoi pas, et bien vous voyez que l'image, elle change de position. Donc ça vous indique qu'il y a un pédicule. Et celui-là a été développé dans la scissure. Vous voyez la petite image, le petit raccordement scissural. Et puis la 3e image à droite, c'était un fibrome pleural, mais c'est le diagnostic différentiel d'une masse médiastinale postérieure, d'une petite masse médiastinale postérieure, qui en première intention, n'importe quel radiologue aurait dit soit c'est un kyste bronchogénique, soit c'est un lymphangiomme kystique de découverte fortuite. Et ben c'était un fibrome pleural, et on ne peut pas vraiment faire la différence entre les deux. Alors, autrefois, on ne le fait même plus, hein, mais autrefois, on faisait des IRM pour montrer qu'en T2, c'était du tissu fibreux. Il faut se méfier des fibromes pleuraux, hein. Il y en a quand même 40% qui sont malins, et il faut les enlever en totalité, et c'est l'adapate qui dit « Ah bah tiens, il y avait quand même de la malignité ». Donc il faut se méfier de ça, mais le tissu est fibreux, par conséquent, le signal de la tumeur en T2 est faible, et comme ce sont des tumeurs qui sont très souvent asymptomatiques et très longtemps asymptomatiques, eh bien, elles peuvent devenir énormes, comme c'était le cas chez cette patiente, et avant d'être découvertes. Voilà, alors ça c'est des adultes, parce que chez les enfants, cette image qui ressemble un peu finalement à un fibrome pleural, c'est pas du tout ça. Qui est-ce qui fait de la pédiatrie là? Moi j'en fais pas beaucoup, hein, de pédiatrie. Ah, c'est un sarcome d'Ewing. Ce sont des tumeurs qui touchent les tissus mous, ou la corticale de l'os, qui se développe à partir de la corticale osseuse, mais qui sont à peine visibles sur la radiographie. Par contre, ça fixe évidemment très bien. Et vous voyez que le signal est très différent de celui d'un fibrome pleural. Alors, je ne veux pas dire qu'on fait un diagnostic différentiel, tout ça c'est de l'histologie, bien entendu. Ce que je veux dire simplement, c'est que chez l'enfant, l'IRM c'est intéressant, parce qu'on irradie moins. Donc retenez que l'IRM pleural, finalement, c'est surtout intéressant chez l'enfant. C'était le message que je voulais faire passer. Bon, vous avez tous fait le diagnostic de ça, madame. Nous avons eu tout à l'heure un très bel exposé sur la prise en charge du mésothéliome. Là, vous avez une forme de mésothéliome sarcomateux avec absolument aucun épanchement pleural. Je rappelle simplement, bon, vous avez la fixation au TEP qui est évidente, et je crois que le TEP est beaucoup plus utile que l'IRM, on va en dire un mot. Si on doit faire le diagnostic par biopsie, quand la pleuroscopie n'est pas possible, parce que ça ne se décolle pas, ou que c'est pas possible techniquement, on peut le faire, à condition d'utiliser des aiguilles coupantes, de faire des prélèvements larges, etc. etc. Ça avait été très bien montré par un Anglais qui s'appelle Gleason, qui est un très bon radiologue de Londres. Voilà, ça nous rappelle que pour faire le diagnostic différentiel entre un épaississement pleural malin et un épaississement pleural bénin, vous avez des signes scanographiques qui sont très utiles. Ces signes scanographiques, c'est le caractère circonférentiel ou la teinte de la plèvre médiastinale. Ça, c'est très en faveur de la malignité. Le caractère nodulaire et l'épaisseur quelque part supérieure à 1 cm. Ici, vous avez à droite des aspects typiques d'un épaississement pleural malin. À gauche, vous avez ce qu'on appelle un épaississement pleural qui est complètement bénin, qui est séquelaire, probablement d'une infection, mais vous voyez qu'il n'atteint pas la plèvre médiastinale, il n'est pas circonférentiel, il n'est pas nodulaire, et il est d'une épaisseur relativement réduite, et vous avez en plus une augmentation de l'espace clair extrapleural, ce qui est en dehors de la plèvre. Il est un petit peu en partie calcifié, mais vous savez que les mésothéliomes peuvent être calcifiés.
Alors, il y a eu des tentatives de papier pour essayer de différencier dans les gens qui étaient exposés à l'amiante, c'est un papier japonais, ceux qui avaient une pleurésie asbestosique bénigne, qui est une rareté en fait, et puis ceux qui avaient une pleurésie avec un mésothéliome en regardant les irrégularités de la plèvre. Je suis persuadé que l'échographie est plus intéressante que le scanner dans ce cas-là. Mais bon, voilà, c'est anecdotique et ça n'a pas finalement un intérêt majeur. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour le staging, le scanner est ce qu'on fait, bien sûr, toujours, mais il n'est pas très bon. Il n'est pas très bon pour voir en particulier les extensions au niveau du diaphragme. Mais cependant, pour les voir le mieux possible, eh ben, il faut quand même faire une acquisition et des reconstructions dans un plan frontal et sagittal. C'est une vision multiplanaire. Un petit truc technique qu'il faut connaître. J'ai beaucoup aimé le topo qui précédait le mien, qui disait qu'il faut absolument que quand on fait une exploration pour la plèvre et qu'on injecte du produit de contraste, il faut avoir des coupes relativement tardives par rapport à l'injection. C'est très important. Nous, on fait moitié dose nettement avant, 2-3 minutes avant, et un enjeu scanner thoracique avec le reste de la dose, qui fait qu'on a très bien les artères pulmonaires en même temps. Voilà ce qu'on fait. Alors ça, c'est un petit truc technique que je vous recommande parce que c'est très important, et je pense qu'il y a beaucoup d'épaississements pleuraux ou de cloisonnements pleuraux qui sont méconnus au scanner pour cette raison-là, parce qu'en fait, les coupes ont été réalisées trop précocement par rapport à l'injection de produits de contraste. Le deuxième petit truc technique à connaître, il est illustré par ce cas-là. Vous voyez ça, à droite, c'est la récidive d'un mésothéliome. Elle s'est produite tout à fait à l'extrémité du cul-de-sac. Et vous voyez, elle avait été diagnostiquée par le TEP. On avait méconnu cette récidive sur le scanner parce que le scanner ne descendait pas assez bas. Regardez le niveau, j'ai fait figurer le niveau sur la coupe frontale et vous voyez qu'on descend au niveau du rein. Donc, un mésothéliome, ça peut récidiver très très bas. Et à hauteur du rein, il faut faire attention à ça, il faut absolument avoir des examens en prenant largement sur l'abdomen supérieur. Quelques mots sur l'IRM. Il faut bien, puisque c'était quand même mon sujet, il faut bien que j'en parle un peu. Alors, l'IRM, c'est une technique pour laquelle le thorax n'est pas très bien placé parce que c'est un trou noir. Vous voyez, c'est entouré en rouge, là, c'est une IRM corps entier. Pourquoi c'est un trou noir? Parce que, d'abord, il y a beaucoup d'air, et que l'air, ça ne donne pas de signal. Et ensuite, il y a beaucoup d'interfaces. Et que les interfaces, ça détruit le signal. Les interfaces, c'est comme des petits aimants et ça détruit le signal. Et donc, le signal chute très très vite. Ce que vous regardez finalement quand vous regardez une IRM, c'est la résultante de l'excitation des noyaux, mais le retour à leur polarité normale. Et ce retour se fait extrêmement rapide quand on est dans le thorax. Ce qui fait le thorax, c'est souvent un trou noir. Et aujourd'hui, je discutais avec une consoeur radiologue avant le topo, mais elle n'est pas là. Et elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas rester. Et effectivement, elle commence à utiliser, bon, c'est un peu difficile parce que les équipements ne sont pas tous à la hauteur, mais on commence à utiliser des techniques d'ultra short echo. Vous voyez ici, à gauche, vous avez une image de scanner. À droite, vous avez la même image, c'est une technique d'IRM en utilisant l'ultra short echo. Chez un malade qui a une mucoviscidose, qui a des dilatations de bronches. Vous voyez que c'est quand même assez prodigieux. On voit les bronches remarquablement bien. En dessous, vous avez une IRM standard et vous voyez qu'on ne voit pas grand-chose. Et puis, à droite, j'ai quand même mis un T2, parce que le T2, c'est une information que vous n'avez pas avec le scanner, c'est l'inflammation. Et ça, cette information, vous ne l'avez pas. Donc, si on arrive à faire des images comme en scanner, mais qu'on a en plus l'information inflammation, ce sera très intéressant. Mais pas tellement pour la plèvre, honnêtement, pas tellement pour la plèvre. Alors, pour le mésothéliome, il y a des papiers qui ont été faits, surtout dans les années 2000-2010, et puis maintenant c'est assez silencieux, il faut dire. C'est intéressant de faire des séquences avec effacement de la graisse. Il y a différentes techniques d'effacement de la graisse. Vous voyez qu'on efface la graisse, et là on voit très bien en blanc, ce qui est désigné par la flèche blanche, on voit très bien en blanc l'épaisseur de la tumeur.
Bon, ça peut être utile parfois, dans certains cas, pour voir une extension au niveau d'un apex, pour voir une extension au niveau du diaphragme, mais guère mieux pour voir des extensions fissurales comme vous voyez là. Donc, mais ça n'a pas vraiment, ça n'a plus un impact majeur. Pour vous montrer que le problème de l'IRM, c'est que par rapport au scanner, c'est une technique assez compliquée avec plein de séquences possibles. D'ailleurs, ça embête les cliniciens en général de lire les images d'IRM parce qu'ils ne comprennent pas très bien comment elles ont été faites, ces images. Et vous voyez qu'il y a exactement comme en scanner une dépendance avec le timing de l'injection. Regardez, ici, c'est une image de mésothéliome. On a fait une injection standard à gauche. Et vous voyez l'épaississement pleural, et à droite, vous voyez, on a fait une injection beaucoup plus tardive, à 280 secondes, et on a là un pic de rehaussement. On voit beaucoup mieux toutes les extensions. Donc tout ça, c'est pas du tout standardisé encore, et il y a encore plein de boulot à faire. Puis il y a une technique qui s'appelle la diffusion en IRM, qui est une technique que vous connaissez certainement par son intérêt dans les accidents vasculaires cérébraux. Et la diffusion est également utile en pathologie tumorale parce que le signal de la diffusion augmente avec l'hypercellularité. Vous voyez en haut, vous avez deux cas de figure. Il y a de l'eau libre qui est en général, qui était à l'origine en fait du signal IRM. Puis on est en restriction de diffusion quand on a une hypercellularité. Mais pour différencier ça du T2, on est obligé de faire deux acquisitions, enfin pas deux acquisitions, mais des acquisitions avec deux paramètres différents qui permettent de calculer un coefficient apparent de diffusion. Donc on interprète en fait les deux images, et vous voyez ce qui est désigné par la flèche noire, qui est une récidive d'un mésothéliome, elle est blanche à gauche, c'est l'image de diffusion, et elle est complètement noire sur le coefficient le coefficient de diffusion apparente. Et ça dit qu'il y a une restriction de diffusion, donc qu'il y a une hypercellularité, donc que c'est tumoral, et ça marche plutôt bien. Mais très honnêtement, pour le mésothéliome, les séries sont très petites et c'est pas encore utilisé. Donc ce qui reste, ce qui a été dit par ces auteurs est vrai, c'est que le mieux, c'est quand même encore le PET scan. C'est ça qui fait le meilleur bilan. Voilà, j'ai pratiquement terminé. J'ai essayé de répondre à un certain nombre de questions. Le scanner, c'est utile quotidiennement. Il faut apprendre les petits trucs d'interprétation. Les progrès attendus sont ceux de l'intelligence artificielle, ça j'y crois ferme. Peut-être aussi le comptage photonique, parce que c'est une technique intéressante qui permet finalement de caractériser les matériaux. Et donc parce qu'en scanner, finalement, on a juste un seul paramètre qui est la densité. Mais avec le scanner photonique, on peut, par exemple, créer des images artificielles sur des scanners injectés, de scanners non injectés. On peut faire des tas de choses, et on peut donc caractériser les matériaux. Et puis pour l'IRM, c'est une utilisation ponctuelle. C'est intéressant chez les enfants parce qu'il n'y a pas d'irradiation. Et je vous montre juste deux petites images de ce qu'on est en train de faire avec des matheux. On a des séries de patients mucoviscidosiques où on a le scanner et l'IRM dans le cadre d'études. Et le type, il match les deux images, il fait passer des algorithmes. Et donc, en fait, l'ordinateur apprend à reconnaître les structures qu'il voit en IRM à partir de celles qu'il voit sur le scanner, le même niveau de coupe. Et ça permet de créer des images qu'on pourrait appeler hybrides, elles ne sont pas du tout hybrides, en fait. Ce sont des vraies images d'IRM, mais qui vont ressembler à celles du scanner, sur lesquelles on pourra faire les mêmes types d'analyses, quantitatives, intelligence artificielle, etc., et qui auront les informations qu'on n'a pas au scanner, c'est-à-dire inflammation, etc., etc. Je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Laurent, pour cet exposé fort intéressant. Une belle iconographie et surtout ces pièges qui sont difficiles à gérer si on n'est pas radiologue. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Merci beaucoup pour ça, c'est pour nous très éclairant. Et j'ai une question sur ce comptage photonique. Quand ils viennent faire les photons, là, exactement, quelle est leur place? Est-ce que c'est du laser? Est-ce que c'est... Non, en fait, on exploite le fait que le spectre de rayons X à partir duquel on fait l'image est un spectre. C'est-à-dire qu'il y a des longueurs d'onde différentes. Et on fait des images à partir de...
en sélectionnant des longueurs d'onde de rayons X. Des fois, vous avez peut-être entendu parler des scanners double énergie. Ben, le scanner double énergie, c'est l'embryon du scanner à comptage photonique. Un double énergie, il n'y a que 2 énergies, mais ça va permettre déjà d'avoir une information supplémentaire. Et à comptage photonique, tu auras 10 ou 15 informations supplémentaires. Voilà, tu vois, tu sélectionnes en fait les longueurs d'onde de rayons X au lieu d'utiliser tout le spectre pour créer l'image. L'IRM, on l'utilise très souvent pour analyser le médiastin quand il y a suspicion de timon, parce qu'il y a moins d'interface, je suppose, non? Alors, c'est vrai que l'IRM, on l'a utilisé beaucoup, nous, mais on l'utilise beaucoup moins parce qu'on a plein d'applications et on n'a pas on n'a plus la place de passer les malades. Et c'est vrai que le scanner a fait tel progrès et on fait les reconstructions frontales et tout ça qu'on n'avait pas autrefois, donc on l'utilise beaucoup moins. On l'utilise aussi dans le médiastin, oui, c'est une bonne application le médiastin. C'est une bonne application l'IRM du médiastin, particulièrement chez l'enfant. Chez l'enfant, c'est première intention. Première intention, c'est l'IRM. Ouais. Voilà. Bien sûr, pour les malformations cardiaques, alors ça, c'est l'IRM en première intention. Et des vaisseaux du cou, les malformations vasculaires, des troncs supraortiques, tout ça, c'est l'IRM. Bien sûr. Pas d'autres questions? Oui, Alice. Merci beaucoup. Alors, moi, ma question, c'est par rapport aux patients chez qui on découvre des plaques pleurales. À quel rythme on va les surveiller? Comment on va les surveiller? Est-ce qu'il y a un intérêt à faire des scanners rapprochés tous les 2 ans? Les plaques pleurales, en principe, ne se surveillent pas. Par rapport au risque de développer... Je dis en principe, parce qu'en pratique, en France en tout cas, vous voyez des gens qui ont 14 scanners en 3 ans avec des plaques pleurales surveillées par le médecin, etc., eux-mêmes qui viennent réclamer et qui l'ont. Mais en principe, on n'a pas besoin de surveiller les plaques pleurales. Théoriquement, si on suivait les indications de l'HAS, on fait le diagnostic de plaque pleurale, on s'arrête là. Ce qui peut se passer, c'est que le patient ait une autre pathologie liée à l'amiante, comme par exemple une asbestose, une fibrose parenchymateuse, et qu'il ait des symptômes qui apparaissent. À ce moment-là, il licite de faire un autre scanner. Mais en pratique, ça ne se surveille pas, parce que ça ne dégénère pas. C'est probablement un marqueur de la survenue d'un mésothéliome, mais ce n'est pas la plaque qui dégénère.